personne qui ne capte plus les sons annexes. En fait. Dimanche 18 septembre, Limois Proust, temps retrouvé, place de la cathédrale. Monsieur de Charlus était étonné de voir que même des gens comme Brichot, qui, avant la guerre, avaient été militaristes, reprochaient surtout à la France de ne pas l'être assez, ne se contentait pas de reprocher les excès de son militarisme à l'Allemagne, mais même son admiration de l'armée. Sans doute, il changeait d'avis dès qu'il s'agissait de ralentir la guerre contre l'Allemagne et dénoncer avec raison les pacifistes. Mais, par exemple, Brichot, ayant accepté malgré ses yeux de rendre compte dans les conférences de certains ouvrages parus chez les Nôtres, exalta le roman d'un Suisse où sont raillés comme semence de militarisme deux enfants tombant d'une admiration symbolique à la vue d'un dragon. Cette raillerie avait de quoi déplaire pour d'autres raisons à M. de Charlus, lequel estimait qu'un dragon peut être quelque chose de fort beau. Mais surtout, il ne comprenait pas l'admiration de Brichot, sinon pour le livre, que le baron n'avait pas lu, du moins pour son esprit, si différent de celui qui animait Brichot avant la guerre. Alors, tout ce que faisait un militaire était bien, fût-ce les irrégularités du général de Boisdeffre, des travestissements et imaginations du colonel du Paty de Clam, le faux du colonel Henri. Mais par quelle volte-face extraordinaire, et qui n'était en réalité qu'une autre face de la même passion fort noble, la passion patriotique, obligée, de militariste qu'elle était quand elle luttait contre le dreyfusisme, lequel était de tendance antimilitariste, à se faire presque antimilitariste, puisque c'était maintenant contre la Germanie surmilitariste qu'elle luttait. Brichot, s'écriait-il, « Oh, le spectacle bien mirifique et digne d'attirer la jeunesse d'un siècle tout de brutalité, ne connaissant que le culte de la force. Un dragon !» On peut juger ce que sera la ville soldatesque d'une génération élevée dans le culte de ces manifestations de force brutale. Aussi Spitaler, ayant voulu l'opposer à cette hideuse conception du sabre par-dessus tout, a exilé symboliquement au profond des bois, raillé, calomnié, solitaire, le personnage rêveur appelé par lui le fol étudiant, en qui l'auteur a délicieusement incarné la douceur, hélas démodée, bientôt oubliée, pourra-t-on dire, si le règne atroce de leur vieux dieu n'est pas brisé. La douceur adorable des époques de paix. Voyons, me dit M. de Charlus, vous connaissez Cottard et Cambremer. Chaque fois que je les vois, ils me parlent de l'extraordinaire manque de psychologie de l'Allemagne. Entre nous, croyez-vous que jusqu'ici ils avaient eu grand souci de la psychologie et que même maintenant ils soient capables d'en faire preuve? Mais croyez bien que je n'exagère pas. Qu'il s'agisse du plus grand allemand, de Nietzsche, de Goethe, vous entendrez Cottard dire « avec l'habituel manque de psychologie qui caractérise la race teutonne ». Il y a évidemment dans la guerre des choses qui me font plus de peine, mais avouez que c'est énervant. Norpois est plus fin, je le reconnais, bien qu'il n'ait pas cessé de se tromper depuis le commencement. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ces articles qui excitent l'enthousiasme universel ? Mon cher monsieur, vous savez aussi bien que moi ce que vaut Brichot, que j'aime beaucoup, même depuis le schisme qui m'a séparé de sa petite église, à cause de quoi je le vois beaucoup moins. Mais enfin, j'ai une certaine considération pour ce régent de collège beau parleur et fort instruit, et j'avoue que c'est fort touchant qu'à son âge, et diminué comme il est, car il l'est très sensiblement depuis quelques années, il se soit remis, comme il dit, à servir.
Mais enfin, la bonne intention est une chose, le talent en est une autre, et Brichot n'a jamais eu de talent. J'avoue que je partage son admiration pour certaines grandeurs de la guerre actuelle. Tout au plus est-il étrange qu'un partisan aveugle de l'Antiquité comme Brichot, qui n'avait pas assez de sarcasme pour Zola, trouvant plus de poésie dans un ménage d'ouvriers dans la mine que dans les palais historiques, ou pour Goncourt mettant Diderot au-dessus d'Homère et Watteau au-dessus de Raphaël, ne cesse de nous répéter que les Thermopyles, qu'Austerlitz même, ce n'était rien à côté de Vauquois. Cette fois du reste, le public qui avait résisté aux modernistes de la littérature et de l'art suit ceux de la guerre, parce que c'est une mode adoptée de penser ainsi, et puis que les petits esprits sont écrasés, non par la beauté, mais par l'énormité de l'action. On écrit plus colossal qu'avec un K, mais au fond, ce devant quoi on s'agenouille, c'est bien du colossal. À propos de Brichot, avez-vous vu Morel ? On me dit qu'il désire me revoir. Il n'a qu'à faire les premiers pas. Je suis le plus vieux, et ce n'est pas à moi à commencer. Malheureusement, dès le lendemain, disons-le pour anticiper, M. de Charlus se trouva dans la rue face à face avec Morel. Celui-ci, pour exciter sa jalousie, le prit par le bras, lui raconta des histoires plus ou moins vraies, et quand M. de Charlus, éperdu, ayant besoin que Morel restât cette soirée auprès de lui, n'alla pas ailleurs, l'autre, apercevant un camarade, dit adieu à M. de Charlus, qui, espérant que cette menace, que bien étendue il n'exécuterait pas, ferait rester Morel, lui dit « Prends garde, je me vengerai ». Et Morel, riant, partit en tapotant sur le cou et en lassant par la taille son camarade étonné. Sans doute les paroles que me disait M. de Charlus à l'égard de Morel témoignaient combien l'amour, et il fallait que celui du baron fût bien persistant, rend en même temps que plus imaginatif et plus susceptible, plus crédule et moins fier. Mais quand M. de Charlus ajoutait « C'est un garçon fou des femmes et qui ne pense qu'à cela », il disait plus vrai qu'il ne croyait. Il le disait par amour-propre, par amour, que pour les autres puissent croire que l'attachement de Morel pour lui n'avait pas été suivi d'autres du même genre. Certes, je n'en croyais rien, moi qui avais vu ce que M. de Charlus ignora toujours, Morel donnant pour 50 francs une de ses nuits au prince de Guermantes. Et si, voyant passer M. de Charlus Morel, excepté les jours où, par besoin de confession, il le heurtait pour avoir l'occasion de lui dire tristement « Oh, pardon, je reconnais que j'ai joué infectement avec vous », assis à une terrasse de café avec des camarades, poussait avec eux de petits cris, montrait le baron du doigt et poussait ces gloussements par lesquels on se moque d'un vieil averti. J'étais persuadée que c'était pour cacher son jeu que, pris à part par le baron, chacun de ses dénonciateurs publics eût fait tout ce qu'il lui eût demandé. Je me trompais. Si un mouvement singulier avait conduit à l'aversion, et cela dans toutes les classes, des êtres comme Saint-Loup qui en étaient de plus éloignés, un mouvement en sens inverse avait détaché de ces pratiques ceux chez qui elles étaient le plus habituelles. Chez certains, le changement avait été opéré par de tardifs scrupules religieux, par l'émotion éprouvée quand avaient éclaté certains scandales, ou la crainte de maladies inexistantes auxquelles les avaient en toute sincérité fait croire des parents qui étaient souvent des concierges ou valets de chambre, sans sincérité des amants jaloux qui avaient cru par là garder pour eux seuls un jeune homme qu'ils avaient au contraire détaché d'eux-mêmes aussi bien que des autres. C'est ainsi que l'ancien liftier de Balbec n'aurait plus accepté, ni pour or ni pour argent, des propositions qui lui paraissaient maintenant aussi graves que celles de l'ennemi. Pour Morel, son refus à l'égard de tout le monde, sans exception, en quoi M. de Charlus avait dit à son insu une vérité qui justifiait à la fois ses illusions et détruisait ses espérances, venait de ce que, 2 ans après avoir quitté M. de Charlus, il s'était épris d'une femme avec laquelle il vivait et qui,
ayant plus de volonté que lui, avait su lui imposer une fidélité absolue. De sorte que Morel, qui au temps où M. de Charlus lui donnait tant d'argent, avait donné pour 50 francs une nuit au prince de Guermantes, n'aurait pas accepté du même ou de tout autre, quoi que ce fût. Lui offrit-on 50 000 francs. À défaut d'honneur et de désintéressement, sa femme lui avait inculqué un certain respect humain, qui ne détestait pas d'aller jusqu'à la bravade et à l'ostentation que tout l'argent du monde lui était égal, quand il lui était offert dans certaines conditions. Ainsi, le jeu des différentes lois psychologiques s'arrange à compenser dans la floraison de l'espèce humaine tout ce qui, dans un sens ou dans l'autre, amènerait par la prétor ou la raréfaction son anéantissement. Ainsi en est-il chez les fleurs, où une même sagesse, mise en évidence par Darwin, règle les modes de fécondation en lui opposant successivement les uns aux autres. C'est du reste une étrange chose, ajouta M. de Charlus, de la petite voix pointue qu'il prenait par moments. J'entends des gens qui ont l'air très heureux toute la journée, qui prennent d'excellents cocktails, déclarer qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout de la guerre, que leur cœur n'aura pas la force, qu'ils ne peuvent pas penser à autre chose, qu'ils mourront tout d'un coup. Et le plus extraordinaire, c'est que cela arrive en effet. Comme c'est curieux. Est-ce une question d'alimentation ? Parce qu'ils n'intègrent que des choses mal préparées ? Ou parce que, pour prouver leur zèle, ils s'attellent à des besognes vaines, mais qui détruisent le régime qui les conservait ? Mais enfin, j'enregistre un monde étonnant de ces étranges morts prématurées. Prématurées du moins au gré du défunt. Je ne sais plus ce que je vous disais, que Norpois admirait cette guerre. Mais quelle singulière manière d'en parler. D'abord, avez-vous remarqué ce pullulement d'expressions nouvelles qui, quand elles ont fini par s'user à force d'être employées tous les jours, car vraiment Norpois est infatigable, je crois que c'est la mort de ma tante Villeparisis qui lui a donné une seconde jeunesse, sont immédiatement remplacés par d'autres lieux communs. Autrefois, je me rappelle que vous vous amusiez à noter ces modes de langage qui apparaissaient, se maintenaient puis disparaissaient. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Les chiens aboient, la caravane passe. Faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances, disait le baron Louis. Il y a des symptômes qui seraient exagérés de prendre au tragique, mais qu'il convient de prendre au sérieux. Travailler pour le roi de Prusse, cela a d'ailleurs ressuscité ce qui était infaillible. Eh bien, depuis, hélas, je n'en ai vu mourir. Alors nous avons eu le chiffon de papier, les empires de proie, la fameuse culture qui consiste à assassiner les femmes et les enfants sans défense. La victoire appartient, comme disent les Japonais, à celui qui sait souffrir un quart d'heure de plus que l'autre. Les germano-touranins, la barbarie scientifique. Si nous voulons gagner la guerre, selon la forte expression de M. Lord Joyce, enfin, ça ne se compte plus et le mordant des troupes et le camp des troupes, même la syntaxe de l'excellent Norpois subit du fait de la guerre une altération aussi profonde que la fabrication du pain ou la rapidité des transports. Avez-vous remarqué que l'excellent homme, tenant à proclamer ses désirs comme une vérité sur le point d'être réalisée, n'ose pas tout de même employer le futur simple et pur qui risquerait d'être contredit par les événements, mais à adopter comme signe de ce temps le verbe savoir. J'avouai à M. de Charlus que je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. Il me faut noter ici que le duc de Guermantes ne partageait nullement le pessimisme de son frère. Il était de plus aussi anglophile que M. de Charlus était anglophobe. Enfin, il tenait M. Caillot pour un traître qui méritait 1000 fois d'être fusillé. Quand son frère lui demandait des preuves de cette trahison de M. de Guermantes répondait
que s'il ne fallait condamner que les gens qui signent un papier ou déclarent « j'ai trahi », on ne punirait jamais de crime de trahison. Mais pour le cas où je n'aurais pas l'occasion d'y revenir, je noterai aussi que, 2 ans plus tard, le duc de Guermantes, animé du plus pur antiquaillotisme, rencontra un attaché militaire anglais et sa femme, couple remarquablement lettré avec lequel il se lia, comme au temps de l'affaire Dreyfus avec les 3 dames charmantes que, dès le premier jour, eut lieu la stupéfaction, parlant de caillots dont il estimait la condamnation certaine et le crime patent, d'entendre le couple lettré et charmant dire « Mais il sera probablement acquitté, il n'y a absolument rien contre lui ». M. de Guermantes essaya d'alléguer que M. de Norpois, dans sa déposition, avait dit en regardant Caillot atterré « Vous êtes le Guillotti de la France. Oui, monsieur Caillot, vous êtes le Guillotti de la France. » Mais le couple lettré et charmant avait souri, tourné M. de Norpois en ridicule, cité des preuves de son gâtisme et conclut qu'il avait dit cela devant M. Caillot atterré, disait le Figaro, mais probablement en réalité devant M. Caillot narquois. Les opinions du duc de Guermantes n'avaient pas tardé à changer. Attribuer ce changement à l'influence d'une Anglaise n'est pas aussi extraordinaire que cela eût pu paraître si l'on l'eût prophétisé, même en 1919, où les Anglais n'appelaient les Allemands que les Huns et réclamaient une féroce condamnation contre les coupables. Leur opinion à eux aussi avait changé et toute décision était approuvée par eux, qui pouvait contrister la France et venir en aide à l'Allemagne. Pour revenir à M. de Charlus, mais si, répondit-il à l'aveu que je ne le comprenais pas, mais si, savoir, dans les articles de Norpois, est le signe du futur, c'est-à-dire le signe des désirs de Norpois et des désirs de nous tous d'ailleurs. Ajouta-t-il peut-être sans une complète sincérité. Vous comprenez bien que si savoir n'était pas devenu le simple signe du futur, on comprendrait à la rigueur que le sujet de ce verbe pût être un pays. Par exemple, chaque fois que Norpois dit « l'Amérique ne saurait rester indifférente à ces violations répétées du droit », à la monarchie bicéphale ne saurait manquer de venir à la récipiscence. Il est clair que de telles phrases expriment les désirs de Norpois, comme les miens comme les vôtres, mais enfin là, le verbe peut encore garder, malgré tout son sens ancien, car un pays peut savoir, l'Amérique peut savoir, la monarchie bicéphale elle-même peut savoir, malgré l'éternel manque de psychologie. Mais le doute n'est plus possible quand Norpois écrit « Ces dévastations systématiques ne sauraient persuader aux neutres. La région des lacs ne saurait manquer de tomber à bref délai aux mains des Alliés. Les résultats de ces élections neutralistes ne sauraient refléter l'opinion de la grande majorité du pays. » Or, il est certain que ces dévastations, ces régions et ces résultats de vote sont des choses inanimées qui ne peuvent pas savoir. Par cette formule, Norpois adresse simplement aux neutres l'injonction, à laquelle j'ai le regret de constater qu'ils ne semblent pas obéir, de sortir de la neutralité ou aux régions des lacs de ne plus appartenir aux Boches. Monsieur de Charlus mettait à prononcer le mot Boche le même genre de hardiesse que jadis dans le tram de Balbec à parler des hommes dont le goût n'est pas pour les femmes. D'ailleurs, avez-vous remarqué avec quelle ruse Norpois a toujours commencé, dès 1914, ses articles au neutre? Il commence par déclarer que certes, la France n'a pas à s'immiscer dans la politique de l'Italie, ou de la Roumanie, ou de la Bulgarie, etc. Seul, c'est à ces puissances qu'il convient de décider en toute indépendance et en ne consultant que l'intérêt national si elles doivent ou non sortir de la neutralité. Mais si ces premières déclarations de l'article, ce qu'on eût appelé autrefois l'exorde, sont si remarquablement désintéressées, la suite l'est généralement beaucoup moins. Toutefois, continue en substance Norpois, il est bien clair que seuls tireront un bénéfice matériel de la lutte les nations qui se seront rangées du côté du droit et de la justice. On ne peut attendre que les Alliés récompensent en leur octroyant les territoires d'où s'élève depuis des siècles la plainte de leurs frères opprimés, les peuples qui, suivant la politique de moindre effort,
n'auront pas mis leur épée au service des Alliés. Ce premier pas fait vers un conseil d'intervention, rien n'arrête plus Norpois. Ce n'est plus seulement le principe, mais l'époque de l'intervention sur lesquelles il donne des conseils de moins en moins déguisés. Certes, dit-il, en faisant ce qu'il appellerait lui-même le bon apôtre, c'est à l'Italie, à la Roumanie seule, de décider de l'heure opportune et de la forme sous laquelle il leur conviendra d'intervenir. Elles ne peuvent pourtant pas ignorer qu'à trop tergiverser, elles risquent de laisser passer l'heure. Déjà les sabots des cavaliers russes font frémir la Germanie, traquée d'une indicible épouvante. Il est bien évident que les peuples qui n'auront fait que voler au secours de la victoire, dont on voit déjà l'aube resplendissante, n'auront nullement droit à cette même récompense qu'ils peuvent encore en se hâtant, etc. C'est comme au théâtre, quand on dit « les dernières places qui restent ne tarderont pas à être enlevées ». Avis aux retardataires. Raisonnement d'autant plus stupide que Norpois le refait tous les 6 mois pour la Roumanie, de savoir si elle veut ou non réaliser ses aspirations nationales. Qu'elle attende encore, il risque d'être trop tard. Or, depuis 3 ans qu'il le dit, non seulement le trop tard n'est pas encore venu, mais on ne cesse de grossir les offres qu'on fait à la Roumanie. De même, il invite la France, etc., à intervenir en Grèce en tant que puissance protectrice, parce que le traité qui liait la Grèce à la Serbie n'a pas été tenu. Or, de bonne foi, si la France n'était pas en guerre et ne souhaitait pas le concours ou la neutralité bienveillante de la Grèce, aurait-elle l'idée d'intervenir en tant que puissance protectrice? Et le sentiment moral qui la pousse à se révolter parce que la Grèce n'a pas tenu ses engagements avec la Serbie, ne se tait-il pas aussi dès qu'il s'agit d'une violation tout aussi flagrante de la Roumanie et de l'Italie, qui, avec raison je le crois, comme la Grèce aussi, n'ont pas rempli leur devoir moins impératif et étendu qu'on dit d'alliés de l'Allemagne. La vérité, c'est que les gens voient tout par leur journal. Et comment pourraient-ils faire autrement puisqu'ils ne connaissent pas personnellement les gens ni les événements dont il s'agit? Autant de l'affaire qui vous passionnait si bizarrement, à une époque dont il est convenu de dire que nous sommes séparés par des siècles, car les philosophes de la guerre ont accrédité que tout lien est rompu avec le passé. J'étais choquée de voir des gens de ma famille accorder toute leur estime à des anticléricaux anciens communards que leur journal leur avait présenté comme anti-Dreyfusards, et honnir un général bien né et catholique, mais révisionniste. Je ne le suis pas moins de voir tous les Français exécrer l'empereur François-Joseph qu'ils vénéraient. Avec raison, je peux vous le dire, moi qui l'ai beaucoup connu et qu'il veut bien traiter en cousin. Ah, je ne lui ai pas écrit depuis la guerre, ajouta-t-il, comme avouant hardiment une faute. Il savait très bien qu'on ne pouvait blâmer. Si, la première année, et une seule fois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cela ne change rien à mon respect pour lui. Mais j'ai ici beaucoup de jeunes parents qui se battent dans nos lignes et qui trouveraient, je le sais, fort mauvais que j'entretienne une correspondance suivie avec le chef d'une nation en guerre avec nous. Que voulez-vous? Me critique qui voudra, ajouta-t-il, comme s'exposant hardiment à mes reproches. Je n'ai pas voulu qu'une lettre signée Charlus arrivât en ce moment à Vienne. La plus grande critique que j'adressais au vieux souverain, c'est qu'un seigneur de son rang, chef d'une des maisons les plus anciennes et les plus illustres d'Europe, se soit laissé mener par ce petit obro, fort intelligent d'ailleurs, mais enfin, par un simple parvenu comme Guillaume de Hohenzollern. Ce n'est pas une des anomalies les moins choquantes de cette guerre. Et comme, dès qu'il se replaçait au point de vue nobiliaire, qui pour lui, au fond, dominait tout, M. Charlus arrivait à d'extraordinaires enfantillages. Il me dit, du même ton qu'il m'eût parlé de la Marne ou de Verdun, qu'il y avait des choses capitales et fort curieuses que ne devrait pas omettre celui qui écrirait l'histoire de cette guerre. Ainsi, me dit-il, par exemple, tout le monde est si ignorant que personne n'a fait remarquer cette chose si marquante. Le grand maître de l'ordre de Malte, qui est un pur boche,
n'en continue pas moins de vivre à Rome, où il jouit, en tant que grand maître de notre ordre, du privilège de l'extraterritorialité. C'est intéressant, ajouta-t-il d'un air de me dire « Vous voyez que vous n'avez pas perdu votre soirée en me rencontrant. » Je le remerciai et il prit l'air modeste de quelqu'un qui n'exige pas de salaire. Qu'est-ce que j'étais donc en train de vous dire? Ah oui, que les gens haïssaient maintenant François-Joseph, d'après leur journal. Pour le roi Constantin de Grèce et le tsar de Bulgarie, le public a oscillé à diverses reprises entre l'aversion et la sympathie, parce qu'on disait tour à tour qu'il se mettrait du côté de l'entente ou de ce que Brichot appelle les empires centraux. C'est comme quand Brichot nous répète à tout moment que l'heure de Venizelos va sonner. Je ne doute pas que M. Venizelos ne soit un homme d'État plein de capacités, mais qui nous dit que les Grecs désirent tant que cela Venizelos? Il voulait, nous dit-on, que la Grèce tînt ses engagements envers la Serbie. Encore faudrait-il savoir quels étaient ces engagements et s'ils étaient plus étendus que ceux que l'Italie et la Roumanie ont cru pouvoir violer. Nous avons, de la façon dont la Grèce exécute ses traités et respecte sa constitution, un sourire que nous n'aurions certainement pas si ce n'était pas notre intérêt. Qu'il n'y ait pas eu la guerre, croyez-vous que les puissances garantes auraient même fait attention à la dissolution des chambres? Je vois simplement qu'on retire un à un tous ses appuis au roi de Grèce pour pouvoir le jeter dehors ou l'enfermer le jour où il n'aura plus d'armée pour le défendre. Je vous disais que le public ne juge le roi de Grèce et le roi des Bulgares que d'après les journaux. Et comment pourrait-il penser sur eux autrement que par le journal, puisqu'ils ne les connaissent pas? Moi, je les ai vus énormément. J'ai beaucoup connu quand il était dialogue. Constantin de Grèce, qui était une pure merveille. J'ai toujours pensé que l'empereur Nicolas avait eu un énorme sentiment pour lui. Et, en tout bien, tout honneur, bien entendu, la princesse Christian en parlait ouvertement, mais c'est une Gale. Quant au tsar des Bulgares, c'est une pure coquine, une vraie affiche, mais très intelligent, un homme remarquable. Il m'aime beaucoup. Monsieur de Charlus, qui pouvait être si agréable, devenait odieux quand il abordait ces sujets. Il apportait la satisfaction qui agace déjà chez un malade, qui vous fait tout le temps valoir sa bonne santé. J'ai souvent pensé que dans le tortillard de Balbec, les fidèles qui souhaitaient tant les aveux devant lesquels il se dérobait n'auraient peut-être pas pu supporter cette espèce d'ostentation d'une manie et, mal à l'aise, respirant mal comme dans une chambre, de malade ou devant, un morphinomane qui tirerait devant vous sa seringue, ce fussent eux qui eussent mis fin aux confidences qu'ils croyaient désirer. De plus, on était agacé d'entendre accuser tout le monde, et probablement bien souvent sans aucune espèce de preuve, par quelqu'un qui s'omettait lui-même de la catégorie spéciale à laquelle on savait pourtant qu'il appartenait, et où il se rangeait si volontiers les autres. Enfin, lui, si intelligent, s'était fait à cet égard une petite philosophie étroite, à la base de laquelle il y avait peut-être un rien des curiosités que Swann trouvait dans la vie, expliquant tout par ses causes spéciales, et où, comme chaque fois qu'on verse dans son défaut, il était non seulement au-dessous de lui-même, mais exceptionnellement satisfait de lui. C'est ainsi que lui, si grave, si noble, eut le sourire le plus niais pour achever la phrase que voici. Comme il y a de fortes présomptions du même genre que pour Ferdinand de Cobourg à l'égard de l'empereur Guillaume, cela pourrait être la cause pour laquelle le tsar Ferdinand s'est mis du côté des empires de proie. Dame, au fond, c'est très compréhensible. On est indulgent pour une sœur, on ne lui refuse rien. Je trouve que ce serait très joli comme explication de l'alliance de la Bulgarie avec l'Allemagne. Et de cette explication stupide, M. Charlus rit longuement, comme s'il l'avait vraiment trouvée très ingénieuse, et qui même, si elle avait reposé sur des faits vrais, était aussi puérile que les réflexions que M. Charlus faisait sur la guerre, quand il a jugé en tant que féodal ou que chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. Il finit par une remarque plus juste. Ce qui est étonnant, dit-il, c'est que ce public qui ne juge ainsi des hommes et des choses de la guerre que par les journaux est persuadé qu'il juge par lui-même. En cela, M. Charlus avait raison.
On m'a raconté qu'il fallait voir les moments de silence et d'hésitation qu'avait Madame de Forcheville, pareils à ceux qui sont nécessaires, non pas même seulement à l'énonciation et à la formation d'une opinion personnelle, avant de dire sur le ton d'un sentiment intime « Non, je ne crois pas qu'ils prendront Varsovie. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse passer un second hiver. Ce que je ne voudrais pas, c'est une paix boiteuse. Ce qui me fait peur, si vous voulez que je vous le dise, c'est la chambre. Si, j'estime tout de même qu'on pourra percer. » Et pour dire cela, Odette prenait un air mièvre qu'elle poussait à l'extrême quand elle disait « Je ne dis pas que les armées allemandes ne se battent pas bien, mais il leur manque ce qu'on appelle le cran. » Pour prononcer le cran, et même simplement pour le mordant, elle faisait avec sa main le geste de pétrissage et avec ses yeux le clignement des rapins, employant un terme d'atelier. Son langage à elle était pourtant, plus encore qu'autrefois, la trace de son admiration pour les Anglais, qu'elle n'était plus obligée de se contenter d'appeler comme autrefois nos voisins d'outre-Manche, ou tout au plus nos amis les Anglais, mais nos loyaux alliés. Inutile de dire qu'elle ne se faisait pas faute de citer à tout propos l'expression de fair play pour montrer les Anglais trouvant les Allemands des joueurs incorrects. Et ce qu'il faut, c'est gagner la guerre, comme disent nos braves alliés. Tout au plus, associait-elle assez maladroitement le nom de son gendre à tout ce qui touchait les soldats anglais et au plaisir qu'ils trouvaient à vivre dans l'intimité des Australiens, aussi bien que des Écossais, des Néo-Zélandais et des Canadiens. Mon gendre Saint-Loup connaît maintenant l'argot de tous les braves Tommies. Il sait se faire entendre de ceux des plus lointains dominions, et aussi bien qu'avec le général commandant la base, fraternise avec le plus humble private. Que cette parenthèse sur Madame de Forcheville, tandis que je descends les boulevards, côte à côte avec Monsieur de Charlus, m'autorise à une autre plus longue encore, mais utile, pour décrire cette époque, sur les rapports de Madame Verdurin avec Brichot. En effet, si le pauvre Brichot était ainsi jugé sans indulgence par Monsieur de Charlus, parce que celui-ci était à la fois très fin et plus ou moins inconsciemment germanophile, il était encore bien plus maltraité par les Verdurins. Sans doute, ceux-ci étaient chauvins, ce qui eût dû les faire se plaire aux articles de Brichot, lesquels, d'autre part, n'étaient pas inférieurs à bien des écrits où se délectait Madame Verdurin. Mais d'abord, on se rappelle peut-être que déjà à la Raspelière, Brichot était devenu pour les Verdurins du grand homme qui leur avait paru être autrefois, sinon une tête de Turc comme Sagnette, du moins l'objet de leur raillerie à peine déguisée. Du moins restait-il à ce moment-là un fidèle entre les fidèles, ce qui lui assurait une part des avantages prévus tacitement par les statuts à tous les membres fondateurs ou associés du petit groupe. Mais au fur et à mesure que, à la faveur de la guerre peut-être, ou par la rapide cristallisation d'une élégance si longtemps retardée, mais dont tous les éléments nécessaires et restés invisibles saturaient depuis longtemps le salon des Verdurins, celui-ci s'était ouvert à un monde nouveau, et que les fidèles appâts d'abord de ce monde nouveau avaient fini par être de moins en moins invités. Un phénomène parallèle se produisait pour Brichot. Malgré la Sorbonne, malgré l'Institut, sa notoriété n'avait pas jusqu'à la guerre dépassé les limites du salon Verdurin. Mais quand il se mit à écrire presque quotidiennement des articles parés de ce faux brillant qu'on l'a vu si souvent dépenser sans compter pour les fidèles, riche d'autre part, d'une érudition fort réelle, et qu'en vrai sorbonnien il ne cherchait pas à dissimuler de quelque forme plaisante qui l'entoura, le grand monde fut littéralement ébloui. Pour une fois d'ailleurs, il donnait sa faveur à quelqu'un qui était loin d'être une nullité et qui pouvait retenir l'attention par la fertilité de son intelligence et les ressources de sa mémoire. Et pendant que 3 duchesses allaient passer la soirée chez Madame Verdurin, 3 autres se disputaient l'honneur d'avoir chez elle à dîner le grand homme, lequel acceptait chez l'une, se sentant d'autant plus libre que Madame Verdurin, exaspérée du succès que ses articles rencontraient auprès du faubourg Saint-Germain, avait soin de ne jamais avoir Brichot chez elle quand il devait s'y trouver quelques personnes brillantes qu'il ne connaissait pas encore et qui se hâteraient de l'attirer. Ce fut ainsi que le journalisme, dans lequel Brichot se contentait en somme
de donner tardivement avec l'honneur et en échange d'émoluments superbes ce qu'il avait gaspillé toute sa vie gratis et incognito dans le salon des Verdurins, car ses articles ne lui coûtaient pas plus de peine tant il était disserte et savant que ses causeries. Eût conduit, et parut même un moment conduire Brichot à une gloire incontestée. S'il n'y avait pas eu Madame Verdurin. Certes, les articles de Brichot étaient loin d'être aussi remarquables que le croyaient les gens du monde. La vulgarité de l'homme apparaissait à tout instant sous le pédantisme du lettré. Et à côté d'images qui ne voulaient rien dire du tout, les Allemands ne pourront plus regarder en face la statue de Beethoven. Schiller a dû frémir dans son tombeau. L'encre qui avait paraphé la neutralité de la Belgique était à peine séchée. Lénine parle, mais autant en emporte le vent de la steppe. C'était des trivialités telles que 20 000 prisonniers, c'est un chiffre. Notre commandement saura ouvrir l'œil et le bon. Nous voulons vaincre. Un point, c'est tout. Mais mêlé à tout cela, tant de savoir, tant d'intelligence, de si juste raisonnement. Or, Madame Verdurin ne commençait jamais un article de Brichot sans la satisfaction préalable de penser qu'elle allait y trouver des choses ridicules, et le lisait avec l'attention la plus soutenue pour être certaine de ne pas les laisser échapper. Or, il était malheureusement certain qu'il en avait quelques-unes. On n'attendait même pas de les avoir trouvées. La citation la plus heureuse d'un auteur vraiment peu connu, au moins dans l'œuvre à laquelle Brichot se reportait, était incriminée comme preuve du pédantisme le plus insoutenable, et Madame Verdurin attendait avec impatience l'heure du dîner pour déchaîner les éclats de rire de ses convives. « Eh bien, qu'est-ce que vous avez dit du Brichot de ce soir ? J'ai pensé à vous en lisant sa citation de Cuvier. Ma parole, je crois qu'il devient fou. Je ne l'ai pas encore lu, disait Cottard. Comment, vous ne l'avez pas encore lu ? Mais vous ne savez pas les délices que vous refusez. C'est-à-dire que c'est d'un ridicule à mourir. Et contente, au fond, que quelqu'un n'eût pas encore lu le Brichot pour avoir l'occasion d'en mettre elle-même en lumière les ridicules. Madame Verdurin disait au maître d'hôtel d'apporter le temps et faisait elle-même la lecture à haute voix en faisant sonner avec emphase les phrases les plus simples. Après le dîner, pendant toute la soirée, cette campagne anti-brichotiste continuait, mais avec de fausses réserves. Je ne le dis pas trop haut, parce que j'ai peur que là-bas, disait-elle en montrant la comtesse Mollet, on admire assez cela. Les gens du monde sont plus naïfs qu'on ne croit. Madame Mollet, à qui on tâchait de faire entendre en parlant assez fort qu'on parlait d'elle, tout en s'efforçant de lui montrer par des baissements de voix qu'on n'aurait pas voulu être entendu d'elle, reniait lâchement Brichot, qu'elle égalait en réalité à Michelet. Elle donnait raison à Madame Verdurin, et pour terminer, pourtant, par quelque chose qui lui paraissait incontestable, disait « Ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est que c'est bien écrit. » « Vous trouvez ça bien écrit, vous ?» disait Madame Verdurin. « Moi, je trouve que ça écrit comme par un cochon. » Audace qui faisait rire les gens du monde, d'autant plus que Madame Verdurin, comme effarouchée elle-même par le mot de cochon, l'avait prononcé en le chuchotant, la main rabattue sur les lèvres. Sa rage contre Brichot croissait d'autant plus que celui-ci étalait naïvement la satisfaction de son succès, malgré les accès de mauvaise humeur que provoquait chez lui la censure, chaque fois que, comme il le disait avec son habitude d'employer les mots nouveaux pour montrer qu'il n'était pas trop universitaire, elle avait caviardé une partie de son article. Devant lui, Madame Verdurin ne laissait pas trop voir, sauf par une maussaderie qui eût averti un homme plus perspicace, le peu de cas qu'elle faisait de ce qu'écrivait Chochotte. Elle lui dit seulement une fois qu'il avait tort d'écrire si souvent « je ». Et il avait en effet l'habitude de l'écrire continuellement. D'abord parce que, par habitude de professeur, il se servait constamment d'expressions comme « j'accorde que », et même pour dire « je veux bien que »,« je veux que l'énorme développement des fronts nécessite, etc. » Mais surtout parce que, ancien anti-défrusard militant qui flairait la préparation germanique bien longtemps avant la guerre, il s'était trouvé écrire très souvent «
j'ai dénoncé dès 1897, j'ai signalé en 1901, j'ai averti dans ma petite brochure aujourd'hui rarissime Habent sua fata libelli, et ensuite l'habitude lui était restée. Il rougit fortement de l'observation de Madame Verturin, observation qui lui fut faite d'un ton aigre. Vous avez raison, madame. Quelqu'un qui n'aimait pas plus les jésuites que M. Combes, encore qu'il n'ait pas eu de préface de notre doux maître en scepticisme délicieux, Anatole France, qui fut, si je ne me trompe, mon adversaire avant le déluge, a dit que le moi est toujours haïssable. À partir de ce moment, Brichot remplaça je par on, mais on n'empêchait pas le lecteur de voir que l'auteur parlait de lui et permit à l'auteur de ne plus cesser de parler de lui, de commenter la moindre de ses phrases, de faire un article sur une seule négation, toujours à l'abri de on. Par exemple, Brichot avait-il dit, fût-ce dans un autre article, que les armées allemandes avaient perdu de leur valeur, il commençait ainsi « On ne camoufle pas ici la vérité. On a dit que les armées allemandes avaient perdu de leur valeur. On n'a pas dit qu'elles n'avaient plus une grande valeur. Encore moins écrira-t-on qu'elle n'a plus aucune valeur. On ne dira pas non plus que le terrain gagné s'il n'est pas, etc. » Bref, rien qu'à énoncer tout ce qu'il ne dirait pas, à rappeler tout ce qu'il avait dit il y avait quelques années et ce que Clausewitz, Jomini, Ovide, Apollonius de Thiane, etc. avaient dit il y avait plus ou moins 2 siècles, Brichot aurait pu constater aisément la matière d'un fort volume. Il est à regretter qu'il n'en ait pas publié, car ces articles si nourris sont maintenant difficiles à retrouver. Le Faubourg Saint-Germain, chapitré par Madame Verdurin, commença par rire de Brichot chez elle, mais continua, une fois sorti du petit clan, à admirer Brichot. Puis se moquer de lui devint une mode, comme ça avait été de l'admirer, et celle même qu'il continuait d'éblouir en secret, dans le temps qu'elle lisait son article, s'arrêtait et riait dès qu'elle n'était plus seule, pour ne pas avoir l'air moins fine que les autres. Jamais on ne parla tant de Brichot qu'à cette époque, dans le petit clan, mais par dérision. On prenait comme critérium de l'intelligence de tout nouveau ce qu'il pensait des articles de Brichot. S'il répondait mal la première fois, on ne se faisait pas faute de lui enseigner à quoi l'on reconnaît que les gens sont intelligents. Enfin, mon pauvre ami, tout cela est épouvantable, et nous avons plus que d'ennuyeux articles à déplorer. On parle de vandalisme, de statues détruites. Mais est-ce que la destruction de tant de merveilleux jeunes gens, qui étaient des statues polychromes incomparables, n'est pas du vandalisme aussi ? Est-ce qu'une ville qui n'aura plus de beaux hommes ne sera pas comme une ville dont toute la statuaire aurait été brisée ? Quel plaisir puis-je avoir à aller dîner au restaurant quand j'y suis servi par de vieux bouffons moussus qui ressemblent aux pères Didon, si ce n'est par des femmes en cornette qui me font croire que je suis entrée au bouillon du Val ? Parfaitement, mon cher, et je crois que j'ai le droit de parler ainsi parce que le beau est tout de même le beau dans une matière vivante. Le grand plaisir d'être servi par des êtres rachitiques, portant binocle, dont le cas d'exemption se lit sur le visage. Contrairement à ce qui arrivait toujours jadis, si l'on veut reposer ses yeux sur quelqu'un de bien dans un restaurant, il ne faut plus regarder parmi les garçons qui servent, mais parmi les clients qui consomment. Mais on pouvait revoir un servant, bien qu'il changeasse souvent. Mais allez donc savoir qui est, quand reviendra ce lieutenant anglais qui vient peut-être pour la première fois et sera peut-être tué demain. Quand Auguste de Pologne, comme raconte le charmant Morand, l'auteur délicieux de Clarisse, échangea un de ses régiments contre une collection de potiches chinoises, il fit à mon avis une mauvaise affaire. Penser que tous ces grands valets de pied qui avaient 2 mètres de haut et qui ornaient les escaliers monumentaux de nos plus belles amies ont tous été tués, engagés pour la plupart parce qu'on leur répétait
que la guerre durerait 2 mois. Ah, il ne savait pas comme moi la force de l'Allemagne, la vertu de la race prussienne, dit-il en s'oubliant. Et puis, remarquant qu'il avait trop laissé apercevoir son point de vue, « Ce n'est pas tant l'Allemagne que je crains pour la France, c'est la guerre elle-même. Les gens de l'arrière s'imaginent que la guerre est seulement un gigantesque match de boxe, auquel ils assistent de loin grâce aux journaux. Mais cela n'a aucun rapport. C'est une maladie qui, quand elle semble conjurer sur un point, reprend sur un autre. Aujourd'hui, Noyon sera délivré. Demain, on n'aura plus ni pain ni chocolat. Après-demain, celui qui se croyait bien tranquille et accepterait au besoin une balle qu'il n'imagine pas, s'affolera parce qu'il lira dans les journaux que sa classe est rappelée. Quant au monument, un chef-d'œuvre unique comme Reims, par la qualité, n'est pas tellement ce dont la disparition m'épouvante, c'est surtout de voir anéantie une telle quantité d'ensembles qui rendait le moindre village de France instructif et charmant. Je pensais aussitôt à Combray, mais autrefois j'avais cru me diminuer aux yeux de Madame de Guermantes en avouant la petite situation que ma famille occupait à Combray. Je me demandais si elle n'avait pas été relevée aux Guermantes et à Monsieur de Charlus, soit par Legrandin ou Swann, ou Saint-Loup ou Morel. Mais cette prétérition même était moins pénible pour moi que des explications rétrospectives. Je souhaitais seulement que M. de Charlus ne parlât pas de Combray. « Je ne veux pas dire de mal des Américains, monsieur, continua-t-il. Il paraît qu'ils sont inépuisablement généreux. Et comme il n'y a pas eu de chef d'orchestre dans cette guerre, que chacun est entré dans la danse longtemps après l'autre, et que les Américains ont commencé quand nous étions quasiment finis, ils peuvent avoir une ardeur que 4 ans de guerre ont pu calmer chez nous. » Même avant la guerre, ils aimaient notre pays, notre art. Ils payaient fort cher nos chefs-d'œuvre. Beaucoup sont chez eux maintenant. Mais précisément cet art déraciné, comme disait M. Barrès, est tout le contraire de ce qui faisait l'agrément délicieux de la France. Le château expliquait l'église qui elle-même, parce qu'elle avait été un lieu de pèlerinage, expliquait la chanson de geste. Je n'ai pas à surfaire l'illustration de mes origines et de mes alliances. Et d'ailleurs, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais dernièrement, j'ai eu, pour régler une question d'intérêt, et malgré un certain refroidissement qu'il y a entre le ménage et moi, à aller faire une visite à ma nièce Saint-Loup qui habite à Combray. Combray n'était qu'une toute petite ville comme il y en a tant. Mais nos ancêtres étaient représentés en donateurs dans certains vitraux, dans d'autres étaient inscrites nos armoiries. Nous y avions notre chapelle, nos tombeaux. Cette église a été détruite par les Français et par les Anglais parce qu'elle servait d'observatoire aux Allemands. Tout ce mélange d'histoire survivante et d'art qui était la France se détruit. Et ce n'est pas fini. Et bien entendu, je n'ai pas le ridicule de comparer, pour des raisons de famille, la destruction de l'église de Combray à celle de la cathédrale de Reims, qui était comme le miracle d'une cathédrale gothique, retrouvant naturellement la pureté de la statuaire antique ou de celle d'Amiens. Je ne sais si le bras levé de Saint Firmin est aujourd'hui brisé. Dans ce cas, la plus haute affirmation de la loi et de l'énergie a disparu de ce monde. Son symbole, monsieur, lui répondis-je. Et j'adore autant que vous certains symboles. Mais il serait absurde de sacrifier au symbole la réalité qu'il symbolise. Les cathédrales doivent être adorées jusqu'au jour où, pour les préserver, il faudra renier les vérités qu'elles enseignent. Le bras levé de Saint-Firmin, dans un geste de commandement presque militaire, disait « Que nous soyons brisés si l'honneur l'exige ».
Ne sacrifiez pas les hommes à des guerres dont la bonté vient justement d'avoir un moment fixé des intérêts, des vérités humaines. Je comprends ce que vous voulez dire, me répondit M. Charlus. Et M. Barès, qui nous a fait faire, hélas, trop de pèlerinage à la statue de Strasbourg et au tombeau de M. Déroulède, a été touchant et gracieux quand il a écrit que la cathédrale de Reims elle-même nous était moins chère que la vie de nos fantassins. Assertion qui rend assez ridicule la colère de nos journaux contre le général allemand qui commandait là-bas et qui disait que la cathédrale de Reims lui était moins précieuse que celle d'un soldat allemand. C'est du reste ce qui est exaspérant et navrant, c'est que chaque pays dit la même chose. Les raisons pour lesquelles les associations industrielles de l'Allemagne déclarent la possession de Belfort indispensable à préserver leur nation contre nos idées de revanche sont les mêmes que celles de Barès exigeant Mayence pour nous protéger contre les velléités d'invasion des Boches. Pourquoi la restitution de l'Alsace-Lorraine a-t-elle paru à la France un motif insuffisant pour faire la guerre? Un motif suffisant pour la continuer? Pour la redéclarer à nouveau chaque année? Vous avez l'air de croire que la victoire est désormais promise à la France. Je le souhaite de tout mon cœur, vous n'en doutez pas. Mais enfin, depuis qu'à tort ou à raison les Alliés se sont crus sûrs de vaincre, pour ma part je serais naturellement enchanté de cette solution, mais je vois surtout beaucoup de victoires sur le papier, de victoires à la Pyrrhus avec un coup qui ne nous est pas dit. Et que les Boches ne se croient plus sûrs de vaincre, on voit l'Allemagne chercher à hâter la paix, la France à prolonger la guerre. La France qui est la France, juste et a raison de faire entendre des paroles de justice, mais est aussi la douce France et devrait faire entendre des paroles de pitié, fût-ce seulement pour ses propres enfants et pour qu'à chaque printemps, les fleurs qui renaîtront aient à éclairer autre chose que des tombes. Soyez franc, mon cher ami, vous-même m'aviez fait une théorie sur les choses qui n'existent que grâce à une création perpétuellement recommencée. La création du monde n'a pas eu lieu une fois pour toutes, me disiez-vous. Elle a nécessairement lieu tous les jours. Eh bien, si vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez pas accepter la guerre de cette théorie. Notre excellent Norpois a beau écrire, en sortant un de ces accessoires de rhétorique qui lui sont aussi chers que l'aube de la victoire et le général hiver, maintenant que l'Allemagne a voulu la guerre, les dés en sont jetés. La vérité, c'est que chaque matin, on déclare à nouveau la guerre. Donc, celui qui veut la continuer est aussi coupable que celui qui l'a commencée. Peut-être plus, car ce premier n'en prévoyait peut-être pas toutes les horreurs. Or, rien ne dit qu'une guerre aussi prolongée, même si elle doit avoir une issue victorieuse, ne soit pas sans péril. Il est difficile de parler de choses qui n'ont point de précédent et des répercussions sur l'organisme d'une opération qu'on tente pour la première fois. Généralement, il est vrai, les nouveautés dont on s'alarme se passent fort bien. Les républicains les plus sages pensaient qu'il était fou de faire la séparation de l'Église. Elle a passé comme une lettre à la poste. Dreyfus a été réhabilité. Picard, ministre de la guerre, sans qu'on crie ouf. Pourtant, que ne peut-on pas craindre d'un surmenage pareil à celui d'une guerre ininterrompue pendant plusieurs années? Que feront les hommes au retour? La fatigue les aura-t-elle rompus ou affolés? Tout cela pourrait mal tourner, sinon pour la France, au moins pour le gouvernement, peut-être même pour la forme du gouvernement. Vous m'avez fait lire autrefois l'admirable Aimé de Coigny de Maurras. Je serais fort surpris que quelque Aimé de Coigny n'attendît pas du développement de la guerre que fait la République, ce qu'en 1812, Aimé de Coigny attendait de la guerre que faisait l'Empire. Si l'Aimé actuel existe, ses espérances se réaliseront-elles? Je ne le désire pas. Pour en revenir à la guerre elle-même, ce premier qui l'a commencé, est-il l'empereur Guillaume? J'en doute fort. Et si c'est lui, qu'a-t-il fait autre chose que Napoléon, par exemple, chose que moi je trouve abominable, mais que je m'étonne de voir inspirer autant d'horreur aux turiféraires de Napoléon, aux gens qui, le jour de la déclaration de guerre, se sont écriés comme le général Pau: « J'attendais ce jour-là depuis 40 ans, c'est le plus beau jour de ma vie. » Dieu sait si personne n'a protesté avec plus de force que moi quand on a fait dans la société une place disproportionnée aux nationalistes,
aux militaires, quand tout ami des arts était accusé de s'occuper de choses funestes à la patrie, toute civilisation qui n'était pas belliqueuse étant délétère. C'est à peine si un homme du monde authentique comptait auprès d'un général. Une folle a failli me présenter à M. Siveton. Vous me direz que ce que je m'efforçais de maintenir n'étaient que les règles mondaines, mais malgré leur frivolité apparente, elles eussent peut-être empêché bien des excès. J'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire ou la logique. On se rend compte, 50 ans après, qu'ils ont conjuré de grands périls. Or, nos nationalistes sont les plus germanophobes, les plus jusqu'au-boutistes des hommes. Mais après 15 ans, leur philosophie a changé entièrement. En fait, ils poussent bien à la continuation de la guerre. Mais ce n'est que pour exterminer une race belliqueuse et par amour de la paix. Car une civilisation guerrière, ce qu'ils trouvaient si beau il y a 15 ans, leur fait horreur. Non seulement ils reprochent à la Prusse d'avoir fait prédominer chez elle l'élément militaire, mais en tout temps, ils pensent que les civilisations militaires furent destructrices de tout ce qu'ils trouvent maintenant précieux. Non seulement les arts, mais même la galanterie. Il suffit qu'un de leurs critiques se soit converti au nationalisme pour qu'il soit devenu du même coup un ami de la paix. Il est persuadé que, dans toutes les civilisations guerrières, la femme avait un rôle humilié et bas. On ose lui répondre que les dames des chevaliers au Moyen-Âge et la Béatrice de Dante étaient peut-être placées sur un trône aussi élevé que les héroïnes de M. Beck. Je m'attends un de ces jours à me voir placé à table après un révolutionnaire russe, ou simplement après un de nos généraux, faisant la guerre par horreur de la guerre, et pour punir un peuple de cultiver un idéal qu'eux-mêmes jugeaient le plus tonifiant il y a 15 ans. Le malheureux tsar était encore honoré il y a quelques mois parce qu'il avait réuni la conférence de La Haye. Mais maintenant qu'on salue la Russie libre, on oublie le titre qui permettait de le glorifier. Ainsi tourne la roue du monde. Et pourtant l'Allemagne emploie tellement les mêmes expressions que la France que c'est à croire qu'elle la cite. Elle ne se lasse pas de dire qu'elle lutte pour l'existence. Quand je lis, nous lutterons contre un ennemi implacable et cruel jusqu'à ce que nous ayons obtenu une paix qui nous garantisse à l'avenir de toute agression, et pour que le sang de nos braves soldats n'ait pas coulé en vain, ou bien qui n'est pas pour nous est contre nous. Je ne sais pas si cette phrase est de l'empereur Guillaume ou de M. Poincaré, car ils l'ont à quelques variantes près prononcé 20 fois l'un et l'autre, bien qu'à vrai dire je doive confesser que l'empereur ait été en ce cas l'imitateur du président de la République. La France n'aurait peut-être pas tenu, tant à prolonger la guerre si elle était restée faible, mais surtout l'Allemagne n'aurait pas été si pressée de la finir si elle n'avait pas cessé d'être forte. D'être aussi forte, car forte, vous verrez qu'elle l'est encore. Il avait pris l'habitude de crier très fort en parlant, par nervosité, par recherche d'issues pour des impressions dont il fallait, n'ayant jamais cultivé aucun art, qu'il se débarrassait, comme un aviateur de ses bombes, fût-ce en plein champ, là où ses paroles n'atteignaient personne, et surtout dans le monde où elles tombaient aussi au hasard, et où il était écouté par snobisme, de confiance, et tant il tyrannisait les auditeurs, on peut dire de force et même par crainte. Sur les boulevards, cette harangue était de plus une marque de mépris à l'égard des passants pour qui il ne baissait pas plus la voix qu'il n'eût dévié son chemin. Mais elle y détonnait, y étonnait, et surtout rendait intelligible à des gens qui se retournaient dans ses propos qui eussent pu nous faire prendre pour des défaitistes. Je le fis remarquer à M. de Charlus, sans réussir qu'à exciter son hilarité. « Avouez que ce serait bien drôle, dit-il. Après tout, ajouta-t-il, on ne sait jamais, chacun de nous risque chaque soir d'être le fait divers du lendemain. En somme, pourquoi ne serais-je pas fusillé dans les fosses de Vincennes? La même chose est bien arrivée à mon grand-oncle, le duc d'Enghien. La soif de sang noble affole une certaine populace, qui en cela se montre plus raffinée que les lions. Vous savez que pour ces animaux, il suffirait, pour qu'ils se jetassent sur elle, que Madame Verdurin eût une écorchure sur son nez. Sur ce que, dans ma jeunesse, on eût appelé son pif.
Et il se mit à rire à gorge déployée, comme si nous avions été seuls dans un salon. Par moments, voyant des individus assez louches extraits de l'ombre par le passage de Monsieur de Charlus et se conglomérer à quelque distance de lui, je me demandais si je lui serais plus agréable en le laissant seul ou en ne le quittant pas. Tel celui qui a rencontré un vieillard sujet à de fréquentes crises épileptiformes et qui voit par l'incohérence de la démarche l'imminence probable d'un accès, se demande si sa compagnie est plutôt désirée comme celle d'un soutien, ou redoutée comme celle d'un témoin à qui on voudrait cacher la crise et dont la présence seule, peut-être, quand le calme absolu réussirait peut-être à l'écarter, suffirait à la hâter. Mais la possibilité de l'événement dont on ne sait si l'on doit s'écarter ou non est révélée chez le malade par les circuits qu'il fait comme un ivre. Tandis que pour M. de Charlus, ces diverses positions divergentes, signe d'un incident possible dont je n'étais pas bien sûre, s'il souhaitait ou redoutait que ma présence l'empêchât de se produire, étaient comme par une ingénieuse mise en scène, occupées non par le baron lui-même qui marchait fort droit, mais par tout un cercle de figurants. Tout de même, je crois qu'il préférait éviter la rencontre, car il m'entraîna dans une rue de traverse, plus obscure que le boulevard, et où cependant celui-ci ne cessait de déverser, à moins que ce ne fût vers lui qu'il affluasse des soldats de toutes armes et de toutes nations, un flux juvénile, compensateur et consolant pour M. de Charlus, de ce reflux de tous les hommes à la frontière qui avait fait pneumatiquement le vide dans Paris au premier temps de la mobilisation. M. de Charlus ne cessait pas d'admirer les brillants uniformes qui passaient devant nous et qui faisaient de Paris une ville aussi cosmopolite qu'un port, aussi irréel qu'un décor de peintre, qui n'adressait quelques architectures que pour avoir un prétexte à grouper les costumes les plus variés et les plus chatoyants. Il gardait tout son respect et toute son affection à de grandes dames accusées de défaitisme, comme jadis à celles qui avaient été accusées de dreyfusisme. Il regrettait seulement qu'en s'abaissant à faire de la politique, elle eût se donné prise aux polémiques des journalistes. Pour lui, à leur égard, rien n'était changé, car sa frivolité était systématique, que la naissance unie à la beauté et à d'autres prestiges était la chose durable, et la guerre, comme l'affaire Dreyfus, des modes vulgaires et fugitives. Eût-on fusillé la duchesse de Guermantes pour essayer de paix séparée avec l'Autriche, qu'il l'eût considérée comme toujours aussi noble et pas plus dégradée que ne nous apparaît aujourd'hui Marie-Antoinette d'avoir été condamnée à la décapitation. En parlant à ce moment-là, M. de Charlus, noble, comme une espèce de Saint-Vallier ou de Saint-Mégrin, était droit, rigide, solennel, parlait gravement, ne faisait pour un moment aucune des manières où se révèlent ceux de sa sorte. Et pourtant, pourquoi ne peut-il en avoir aucun dont la voix soit jamais absolument juste? Même en ce moment où elle approchait le plus du grave, elle était fausse encore et aurait eu besoin de l'accordeur. D'ailleurs, M. de Charlus ne savait littéralement où donner de la tête, et il la levait souvent avec le regret de ne pas avoir une jumelle, qui d'ailleurs ne lui eût pas servi à grand-chose, car en plus grand nombre que d'habitude à cause du raid de Zeppelin de l'avant-veille, qui avait réveillé la vigilance des pouvoirs publics, il y avait des militaires jusque dans le ciel. Les aéroplanes que j'avais vus quelques heures plus tôt faire comme des insectes des taches brunes sur le soir bleu, passaient maintenant dans la nuit qu'approfondissait encore l'extension partielle des réverbères, comme de lumineux brûlots. La plus grande impression de beauté que nous faisaient éprouver ces étoiles humaines et filantes était peut-être surtout de faire regarder le ciel, vers lequel on lève peu les yeux d'habitude. Dans ce Paris dont, en 1914, j'avais vu la beauté presque sans défense attendre la menace de l'ennemi qui se rapprochait, il y avait certes maintenant, comme alors,
la splendeur antique inchangée d'une lune cruellement, mystérieusement sereine, qui versait au monument encore intact l'inutile beauté de sa lumière. Mais comme en 1914, et plus qu'en 1914, il y avait aussi autre chose, des aéroplanes, des lumières différentes, des feux intermittents que, soit des aéroplanes, soit des projecteurs de la tour Eiffel, on avait dirigés par une volonté intelligente, par une vigilance amie qui donnait ce même genre d'émotion, inspirait cette même sorte de reconnaissance et de calme que j'avais éprouvé dans la chambre de Saint-Loup, dans la cellule de ce cloître militaire où s'exerçait, avant qu'ils consommassent un jour sans une hésitation, en pleine jeunesse, leur sacrifice, tant de cœurs fervents et disciplinés. Après le raid de l'avant-veille, où le ciel avait été plus mouvementé que la terre, il s'était calmé comme la mer après une tempête. Mais comme la mer après une tempête, il n'avait pas encore repris son apaisement absolu. Des aéroplanes montaient encore, comme des fusées, rejoindre les étoiles, et des projecteurs promenaient lentement dans le ciel sectionné, comme une pâle poussière d'astres d'errantes voie lactée. Cependant, les aéroplanes venaient s'insérer au milieu des constellations, et on aurait pu se croire dans un autre hémisphère, en effet, en voyant ces étoiles nouvelles. Monsieur de Charlus me dit son admiration pour ces aviateurs. Et comme il ne pouvait pas plus s'empêcher de donner libre cours à sa germanophilie qu'à ses autres penchants tout en ayant l'une comme les autres, d'ailleurs j'ajoute que j'admire tout autant les Allemands qui montent dans des Gotha et sur des éplins penser le courage qu'il faut. Mais ce sont des héros, tout simplement. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit sur des civils puisque des batteries tirent sur eux? Est-ce que vous avez peur des Gotha et du canon? J'avouais que non. Et peut-être je me trompais. Sans doute ma paresse m'ayant donné l'habitude pour mon travail de le remettre jour par jour au lendemain, je me figurais qu'il pouvait en être de même pour la mort. Comment aurait-on peur d'un canon dont on est persuadé qu'il ne vous frappera pas ce jour-là? D'ailleurs, formées isolément, ces idées de bombes lancées, de morts possibles, n'ajoutèrent pour moi rien de tragique à l'image que je me faisais du passage des aéronefs allemands, jusqu'à ce que, de l'un d'eux, ballotté, segmenté à mes regards par les flots de brume d'un ciel agité, d'un aéroplane que, bien que je le susse meurtrier, je n'imaginais que stellaire et céleste, j'eusse vu un soir le geste de la bombe lancée vers nous. Car la réalité originale d'un danger n'est perçue que dans cette chose nouvelle, irréductible à ce qu'on sait déjà, qui s'appelle une impression et qui est souvent, comme ce fut le cas là, résumée par une ligne qui décrivait une intention, une ligne où il y avait la puissance latente d'un accomplissement qui la déformait, tandis que sur le pont de la Concorde, autour de l'aéroplane menaçant et traqué, et comme si c'était reflété dans les nuages, les fontaines des Champs-Élysées, de la place de la Concorde et des Tuileries, les jets d'eau lumineux des projecteurs s'infléchissaient dans le ciel, lignes pleines d'intentions aussi, d'intentions prévoyantes et protectrices, d'hommes puissants et sages auxquels, comme une nuit au quartier de Doncières, j'étais reconnaissant que leur force daignât prendre avec cette précision si belle la peine de veiller sur nous. La nuit était aussi belle qu'en 1914, comme Paris était aussi menacé. Le clair de lune semblait comme un doux magnésium continu permettant de prendre une dernière fois des images nocturnes de ces beaux ensembles, comme la place Vendôme, la place de la Concorde, auquel l'effroi que j'avais des obus qui allaient peut-être les détruire donnait par contraste dans leur beauté encore intacte une sorte de plénitude, et comme si elles se tendaient en avant, offrant au cou leurs architectures sans défense. Vous n'avez pas peur? Répéta M. de Charlus. Les Parisiens ne se rendent pas compte. On me dit que Mme Verdurin donne des réunions tous les jours. Je ne le sais que par les on-dit. Moi, je ne sais absolument rien d'eux. J'ai entièrement rompu, ajouta-t-il, en baissant non seulement les yeux, comme si on avait passé un télégraphiste, mais aussi la tête, les épaules, et en levant le bras, avec le geste qui signifie « sinon, je m'en lave les mains », du moins, je ne peux rien vous dire, bien que je ne lui demande rien. Je sais que M. Morel y va toujours beaucoup, me dit-il. C'était la première fois qu'il m'en reparlait. On prétend qu'il regrette beaucoup le passé,
qu'il désire se rapprocher de moi, ajoute-t-il, faisant preuve à la fois de cette même crédulité d'homme du faubourg qui dit « On dit beaucoup que la France cause plus que jamais avec l'Allemagne et que les pourparlers sont même engagés » et de l'amoureux que les pires rebuffades n'ont pas persuadé. En tout cas, s'il le veut, il n'y a qu'à le dire, je suis plus vieux que lui, ce n'est pas à moi de faire les premiers pas. Et sans doute il était bien inutile de le dire, tant c'était évident. Mais de plus, ce n'était même pas sincère, et c'est pour cela qu'on était si gêné pour M. de Charlus, car on sentait qu'en disant que ce n'était pas à lui de faire les premiers pas, il en faisait au contraire un, et attendait que j'offrisse de me charger du rapprochement. Certes, je connaissais cette naïve ou feinte crédulité des gens qui aiment quelqu'un, ou simplement ne sont pas reçus chez quelqu'un, et imputent à ce quelqu'un un désir qui n'a pourtant pas manifesté, malgré des sollicitations fastidieuses. Mais à l'accent soudain tremblant, avec lequel M. de Charlus scanda ses paroles, au regard trouble qui vacillait au fond de ses yeux, j'eus l'impression qu'il y avait autre chose qu'une banale insistance. Je ne me trompais pas, et je le dirai tout de suite les yeux faits qui me le prouvèrent rétrospectivement. J'anticipe de beaucoup d'années pour le second de ces faits, postérieur à la mort de M. de Charlus. Or, elle ne devait se produire que bien plus tard, et nous aurons l'occasion de le revoir plusieurs fois, bien différent de ce que nous l'avons connu, et en particulier la dernière fois, à une époque où il avait entièrement oublié Morel. Quant au premier de ces faits, il se produisit 2 ou 3 ans seulement après le soir où j'ai descendu ainsi les boulevards avec M. de Charlus. Donc, environ 2 ans après cette soirée, j'ai rencontré Morel. Je pensais aussitôt à M. de Charlus, au plaisir qu'il aurait à revoir le violoniste, et j'insistais auprès de lui pour qu'il allât le voir, fût-ce une fois. « Il a été bon pour vous, dis-je à Morel. Il est déjà vieux, il peut mourir. Il faut liquider les vieilles querelles et effacer les traces de la brouille. » Morel parut être entièrement de mon avis, quant à un apaisement désirable, mais il n'en refusa pas moins catégoriquement de faire même une seule visite à M. de Charlus. « Vous avez tort, lui dis-je. Est-ce par entêtement, par paresse, par méchanceté, par amour-propre mal placé, par vertu, soyez sûr qu'elle ne sera pas attaquée, par coquetterie ?» Alors le violoniste, tordant son visage pour un aveu qui lui coûtait sans doute extrêmement, me répondit en frissonnant. « Non, ce n'est rien de tout cela. La vertu, je m'en fous. La méchanceté, au contraire, je commence à le plaindre. Ce n'est pas par coquetterie, elle serait inutile. Ce n'est pas par paresse, il y a des journées entières où je reste à me tourner les pouces. Non, non, ce n'est à cause de rien de tout cela. C'est... Ne le dites jamais à personne, et je suis fou de vous le dire. C'est par peur. » Il se mit à trembler de tous ses membres. Je lui avouai que je ne comprenais pas. « Non, ne me demandez pas, n'en parlons plus. Vous ne le connaissez pas comme moi. Je peux dire que vous ne le connaissez pas du tout. Mais quel tort peut-il vous faire? Il cherchera d'ailleurs d'autant moins à vous en faire qu'il n'y aura plus de rancune entre vous. Et puis, au fond, vous savez qu'il est très bon. Ah, parbleu, si je le sais, qu'il est bon. Et la délicatesse, et la droiture. Mais laissez-moi, ne m'en parler plus, je vous en supplie. C'est honteux à dire. J'ai peur. Le second fait date d'après la mort de M. de Charlus, où on m'apporta quelques souvenirs qu'il m'avait laissés et une lettre à triple enveloppe écrite au moins 10 ans avant sa mort. Mais il avait été gravement malade, avait pris ses dispositions, puis s'était rétabli avant de tomber plus tard dans l'état où nous le verrons le jour d'une matinée chez la princesse de Guermantes. Et la lettre, restée dans un coffre-fort avec les objets qu'il léguait à quelques amis, était restée là 7 ans. 7 ans pendant lesquels il avait entièrement oublié Morel. La lettre, tracée d'une écriture fine et ferme, était ainsi conçue. Mon cher ami, les voies de la Providence sont inconnues.
Parfois, c'est du défaut d'un être médiocre qu'elle use pour empêcher de faillir la suréminence d'injuste. Vous connaissez Morel, d'où il est sorti, à quelle fête j'ai voulu l'élever, autant dire à mon niveau. Vous savez qu'il a préféré retourner non pas à la poussière et à la cendre, d'où tout homme, c'est-à-dire le véritable phénix peut renaître, mais à la boue, où rampe la vipère. Il s'est laissé choir, ce qui m'a préservé de déchoir. Vous savez que mes armes contiennent la devise même de notre Seigneur. Inculcabis super leonem et aspidem. Avec un homme représenté comme ayant à la plante de ses pieds, comme support héraldique, un lion et un serpent. Or, si j'ai pu fouler ainsi le propre lion que je suis, c'est grâce au serpent et à sa prudence que j'appelais trop légèrement tout à l'heure un défaut. Car la profonde sagesse de l'Évangile en fait une vertu, au moins une vertu pour les autres. Notre serpent au sifflement jadis harmonieusement modulé, quand il avait un charmeur, fort charmé du reste, n'était pas seulement musical et reptile. Il avait jusqu'à la lâcheté cette vertu que je tiens maintenant pour divine, la prudence. C'est cette divine prudence qui l'a fait résister aux appels que je lui ai fait transmettre de revenir me voir. Et je n'aurai de paix en ce monde et d'espoir de pardon dans l'autre que si je vous en fais l'aveu. C'est lui qui a été en cela l'instrument de la sagesse divine. Car, je l'avais résolu, il ne serait pas sorti de chez moi vivant. Il fallait que l'un de nous deux disparût. J'étais décidé à le tuer. Dieu lui a conseillé la prudence pour me préserver d'un crime. Je ne doute pas que l'intercession de l'archange Michel, mon saint patron, n'ait joué là un grand rôle et je le prie de me pardonner de l'avoir tant négligé pendant plusieurs années et d'avoir si mal répondu aux innombrables bontés qu'il m'a témoignées, tout spécialement dans ma lutte contre le mal. Je dois à ce serviteur de Dieu, je le dis dans la plénitude de ma foi et de mon intelligence, que le Père Céleste ait inspiré à Morel de ne pas venir. Aussi, c'est moi maintenant qui me meurs. Votre fidèlement dévoué, Semper Idem, P.G. Charlus. Alors j'ai compris la peur de Morel. Certes, il a fait tant cette lettre, pire de l'orgueil et de la littérature, mais l'aveu était vrai. Et Morel a fait mieux que moi, que le côté presque fou, que Madame de Charmante trouvait chez son beau-frère. Ne se bonne pas, comme je l'avais cru, ce que là, assez dehors, remonté du rage superficielle et inopérante. Mais il faut revenir en arrière. Je descends les boulevards à côté de Monsieur de Charlus, lequel vient de me prendre comme vague intermédiaire pour des ouvertures de paix entre lui et Morel. Voyant que je ne lui répondais pas, je ne sais pas, du reste, pourquoi il ne joue pas. On ne fait plus de musique sous prétexte que c'est la guerre. Mais on danse, on dîne en ville. Les femmes inventent l'ambrine pour leur peau. Les fêtes remplissent ce qui sera peut-être, si les Allemands avancent encore, les derniers jours de notre Pompéi. Et c'est ce qui le sauvera de la frivolité. Pour peu que la lave de quelques Vésuves allemands, leurs pièces de marine ne sont pas moins terribles qu'un volcan, viennent les surprendre à leur toilette et éternisent leurs gestes en l'interrompant. Les enfants s'instruiront plus tard en regardant dans les livres de classe illustrés Madame Mollet qui allait mettre une dernière couche de fard avant d'aller dîner chez une belle-sœur, ou Sostène de Guermantes qui finissait de peindre ses faux sourcils. Ce sera matière à court pour les Brichot de l'avenir, la frivolité d'une époque, quand 10 siècles ont passé sur elle, et matière de la plus grave érudition.
surtout si elle a été conservée intacte par une éruption volcanique ou des matières analogues à la lave projetées par bombardement. Quel document pour l'histoire future, quand des gaz asphyxiants analogues à ceux qu'émettait le Vésuve et des écroulements comme ceux qui ensevelirent Pompéi garderont intactes toutes les demeures imprudentes qui n'ont pas fait encore filer pour Bayonne leurs tableaux et leurs statues. D'ailleurs, n'est-ce pas déjà depuis 1 an, Pompéi, par fragments, chaque soir, que ces gens se sauvant dans les caves, non pas pour en rapporter quelques vieilles bouteilles de mouton Rothschild ou de Saint-Émilion, mais pour cacher avec eux ce qu'ils ont de plus précieux, comme les prêtres d'Herculanum surpris par la mort au moment où ils emportaient les vases sacrés. C'est toujours l'attachement à l'objet qui amène la mort du possesseur. Paris, lui, ne fut pas comme Herculanum fondé par Hercule, mais que de ressemblances s'imposent. Et cette lucidité qui nous est donnée n'est pas que de notre époque, chacune l'a possédée. Si je pense que nous pouvons avoir demain le sort des villes du Vésuve, celles-ci sentaient qu'elles étaient menacées du sort des villes maudites de la Bible. On a retrouvé sur les murs d'une maison de Pompéi cette inscription révélatrice « Sodoma Gomorrha ». Je ne sais si ce fut le nom de Sodome et les idées qu'il éveilla en lui, ou celles du bombardement qui firent que M. de Charlus leva un instant les yeux au ciel, mais il les ramena bientôt sur la terre. « J'admire tous les héros de cette guerre, dit-il. Tenez, mon cher, les soldats anglais que j'ai un peu légèrement considérés au début de la guerre comme de simples joueurs de football assez présomptueux pour se mesurer avec des professionnels, et quels professionnels? Eh bien, rien qu'esthétiquement, ce sont tout simplement des athlètes de la Grèce. Vous entendez bien, de la Grèce, mon cher. Ce sont les jeunes gens de Platon, ou plutôt des Spartiates. J'ai des amis qui sont allés à Rouen, où ils ont leur camp. Ils ont vu des merveilles, de pures merveilles dont on n'a pas idée. Ce n'est plus Rouen, c'est une autre ville. Évidemment, il y a aussi l'ancien Rouen, avec les saints émaciés de la cathédrale. Bien entendu, c'est beau aussi, mais c'est autre chose. Et nos poilus. Je ne peux pas vous dire quelle saveur je trouve à nos poilus, aux petits parigots, tenez, comme celui qui passe là, avec son air dessalé, sa mine éveillée et drôle. Il m'arrive souvent de les arrêter, de faire un brin de causette avec eux. Quelle finesse, quel bon sens. Et les gars de province, comme ils sont amusants et gentils, avec leur roulement d'air et leur jargon patoiseur. Moi, j'ai toujours beaucoup vécu à la campagne, couché dans les fermes. Je sais leur parler, mais notre admiration pour les Français ne doit pas nous faire déprécier nos ennemis. Ce serait nous diminuer nous-mêmes. Et vous ne savez pas quel soldat est le soldat allemand. Vous qui ne l'avez pas vu comme moi défiler, au pas de parade, au pas de loi, unter den Linden. Et revenant à l'idéal de virilité qu'il m'avait esquissé à Balbec, et qui avec le temps avait pris chez lui une forme plus philosophique, usant d'ailleurs de raisonnements absurdes, qui par moments, même quand il venait d'être supérieur, laissait voir la trame trop mince du simple homme du monde, bien comme du monde intelligent. Voyez-vous, me dit-il, le superbe gaillard qu'est le soldat Boche est un être fort, sain, ne pensant qu'à la grandeur de son pays, Deutschland über alles, ce qui n'est pas si bête, tandis que nous, tandis qu'il se préparait virilement, nous sommes abîmés dans le dilettantisme. Ce mot signifiait probablement que, pour M. de Charlus, quelque chose d'analogue à la littérature, car aussitôt, se rappelant sans doute que j'aimais les lettres, avait eu un moment d'intention de m'y adonner, il me tapa sur l'épaule, profitant du geste pour s'y appuyer, jusqu'à me faire aussi mal qu'autrefois, quand je faisais mon service militaire, le recul contre l'omoplate du 76. Il me dit, comme pour adoucir le reproche, « Oui, nous nous sommes abîmés dans le dilettantisme, nous tous, vous aussi, rappelez-vous, vous pouvez faire comme moi, votre mea culpa. Nous avons été trop dilettantes. » Par surprise du reproche, manque d'esprit de répartie, déférence envers mon interlocuteur et attendrissement pour son amicale bonté, je répondis comme si, ainsi qu'il m'y invitait, j'avais aussi à me frapper la poitrine, ce qui était parfaitement stupide, car je n'avais pas l'ombre de dilettantisme à me reprocher. « Allons, me dit-il, je vous quitte. Le groupe qui l'avait escorté de loin ayant fini par nous abandonner.
Je m'en vais me coucher comme un très vieux monsieur. D'autant plus qu'il paraît que la guerre a changé toutes nos habitudes, un de ces aphorismes idiots qu'affectionne Norpois. Je savais du reste qu'en rentrant chez monsieur de Charlus, ne cessait pas pour cela d'être au milieu de soldats, car il avait transformé son hôtel en hôpital militaire, cédant du reste, je le crois, aux besoins bien moins de son imagination que de son cœur. Il faisait une nuit transparente et sans souffle. J'imaginais que la Seine coulant entre ces ponts circulaires, faits de leur plateau et de son reflet, devait ressembler au Bosphore. Et, symbole soit de cette invasion que prédisait le défaitisme de M. de Charlus, soit de la coopération de nos frères musulmanes avec les armées de la France, la lune étroite et recourbée, comme un sequin, semblait mettre le ciel parisien sous le signe oriental du croissant. Pourtant, un instant encore, en me disant adieu, il me serra la main à me la broyer, ce qui est une particularité allemande chez les gens qui sentent, comme le baron, et en continuant pendant quelques instants à me la malaxer, eût dit Cottard, comme si M. de Charlus avait voulu rendre à mes articulations une souplesse qu'elles n'avaient point perdue. Chez certains aveugles, le toucher supplée dans une certaine mesure à la vue. Je ne sais trop de quel sens il prenait la place ici. Il croyait peut-être seulement me serrer la main, comme il eût cru sans doute ne faire que voir un Sénégalais qui passait dans l'ombre et ne daigna pas s'apercevoir qu'il était admiré. Mais dans ces deux cas, le baron se trompait. Il péchait par excès de contact et de regard. Est-ce que tout l'Orient, de Descamps, de Fromentin, d'Ingres, de Delacroix, n'est pas là-dedans ? Me dit-il, encore immobilisé par le passage du Sénégalais. Vous savez quoi ? Moi, je ne m'intéresse jamais aux choses et aux êtres qu'en peintre, en philosophe. D'ailleurs, je suis trop vieux. Mais quel malheur pour compléter le tableau que l'un de nous deux ne soit pas une odalisque. Ce ne fut pas l'Orient de Descamps, ni même de Delacroix qui commença de hanter mon imagination quand le baron m'eut quitté, mais le vieil Orient de ces 1001 nuits que j'avais tant aimé, et me perdant peu à peu dans de l'acides ces rues noires, je pensais au calife Haroun al-Rachid, en quête d'aventure dans les quartiers perdus de Bagdad. D'autre part, la chaleur du temps et de la marche m'avait donné soif, mais depuis longtemps, tous les bars étaient fermés, et à cause de la pénurie d'essence, les rares taxis que je rencontrais, conduits par des Levantins ou des nègres, ne prenaient même pas la peine de répondre à mes signes. Le seul endroit où j'aurais pu me faire servir à boire et reprendre des forces pour rentrer chez moi eût été un hôtel. Mais dans la rue assez éloignée du centre, où j'étais parvenu, tous, depuis que sur Paris les Gotha lançaient leurs bombes, avaient fermé. Il en était de même de presque toutes les boutiques de commerçants, lesquels, faute d'employés ou eux-mêmes pris de peur, avaient fui à la campagne et laissé sur la porte un avertissement habituel écrit à la main et annonçant leur réouverture pour une époque éloignée et d'ailleurs problématique. Les autres établissements, qui avaient pu survivre encore, annonçaient de la même manière qu'ils n'ouvraient que 2 fois par semaine. On sentait que la misère, l'abandon, la peur habitaient tout ce quartier. Je n'en fus que plus surpris de voir qu'entre ces maisons délaissées, il y en avait une où la vie, au contraire, semblait avoir vaincu l'effroi. La faillite entretenait l'activité et la richesse. Derrière les volets clos de chaque fenêtre, la lumière tamisée à cause des ordonnances de police, décelait pourtant d'un souci complet de l'économie. Et à tout instant, la porte s'ouvrait pour laisser entrer ou sortir quelques visiteurs nouveaux. C'était un hôtel par qui la jalousie de tous les commerçants voisins, à cause de l'argent que ses propriétaires devaient gagner, devait être excitée. Et ma curiosité le fut aussi quand je vis sortir rapidement, à une quinzaine de mètres de moi, c'est-à-dire trop loin, pour que dans l'obscurité profonde, je puisse le distinguer, un officier. Quelque chose pourtant me frappa, qui n'était pas dans sa figure que je ne voyais pas, ni son uniforme dissimulé dans une grande houppelade, mais la disproportion extraordinaire entre le nombre de points différents par où passa son corps et le petit nombre de secondes pendant lesquelles cette sortie, qui avait l'air de la sortie tentée par un assiégé, s'exécuta. De sorte que je pensais, si je ne le reconnus pas formellement, je ne dirais même pas à la tournure, ni à la sveltesse, ni à l'allure, ni à la vélocité de Saint-Loup,
mais à l'espèce d'ubiquité qui lui était si spéciale. Le militaire, capable d'occuper en si peu de temps tant de positions différentes dans l'espace, avait disparu sans m'avoir aperçu, dans une rue de traverse, et je restais à me demander si je devais ou non entrer dans cet hôtel, dont l'apparence modeste me fit fortement douter que c'était Saint-Loup qui en était sorti. Je me rappelais involontairement que Saint-Loup avait été justement mais là cette affaire d'espionnage, parce qu'on avait trouvé son nom dans des lettres saisies sur un officier allemand. Pleine justice lui avait d'ailleurs été rendue par l'autorité militaire. Mais, malgré moi, je rapprochais ce souvenir de ce que je voyais. Cet hôtel serait-il le lieu de rendez-vous des espions? L'officier avait depuis un moment disparu, quand je vis entrer de simples soldats de plusieurs armes, ce qui ajouta encore à la force de ma supposition. J'avais d'autre part extrêmement soif. Il était probable que je pouvais trouver à boire ici, et j'en profitais pour tâcher d'assouvir, malgré l'inquiétude qui simulait ma curiosité. Je ne pense donc pas que ce fut la curiosité de cette rencontre qui me décida à monter le petit escalier de quelques marches au bout duquel la porte d'une espèce de vestibule était ouverte, sans doute à cause de la chaleur. Je crus d'abord que cette curiosité, je ne pourrais la satisfaire car, de l'escalier où je restais dans l'ombre, je vis plusieurs personnes venir demander une chambre à qui on répondit qu'il n'y en avait plus une seule. Or, elles n'avaient évidemment contre elles que de ne pas faire partie du nid d'espionnage, car un simple marin s'étant présenté un moment après, on se hâta de lui donner le numéro 28. Je pus apercevoir sans être vu dans l'obscurité quelques militaires et 2 ouvriers qui causaient tranquillement dans une petite pièce étouffée, prétentieusement ornée de portraits en couleur de femmes découpés dans des magazines et des revues illustrées. Ces gens causaient tranquillement, en train d'exposer des idées patriotiques. « Qu'est-ce que tu veux? On fera comme les camarades » disait l'un. « Ah, pour sûr, je pense bien ne pas être tué » répondait à un vœu que je n'avais pas entendu, un autre qui, à ce que je compris, repartait le lendemain pour un poste dangereux. Par exemple, à 22 ans, en n'ayant encore fait que 6 mois, ce serait fort, criait-il avec un ton où perçait encore plus que le désir de vivre longtemps, la conscience de raisonner juste, et comme si le fait de n'avoir que 22 ans devait lui donner plus de chances de ne pas être tué, et que ce dut être une chose impossible qu'il le fût. À Paris, c'était pas tant, disait un autre. On ne dirait pas qu'il y a la guerre. Et toi, Julot, tu t'engages toujours? Pour sûr que je m'engage. J'ai envie d'aller y taper un peu plus dans le tas à ces sales boches. Mais Joffre, c'est un homme qui couche avec les femmes des ministres. C'est pas un homme qui a fait quelque chose. C'est malheureux d'entendre de choses pareilles, dit un aviateur un peu plus âgé, et se tournant vers l'ouvrier qui venait de faire entendre cette proposition, je vous conseillerais pas de causer comme ça en première ligne. Les poilus vous aurez vite expédié. La banalité de ces conversations ne me donnait pas grande envie d'en entendre davantage. Et j'allais entrer ou redescendre quand je fus attiré de mon indifférence en entendant ces phrases qui me firent frémir. C'était pas tant le patron qui ne revient pas, dame, à cette heure-ci, je ne sais pas trop où il trouvera des chaînes. Mais puisque l'autre est déjà attaché. Il est attaché, bien sûr, il est attaché. Mais il ne l'est pas. Moi, je serais attaché comme ça, je pourrais me détacher. Mais le cadenas est fermé. C'est entendu qu'il est fermé. Mais ça peut s'ouvrir à la rigueur. Ce qu'il y a, c'est que les chaînes ne sont pas assez longues. Tu vas pas m'expliquer à moi ce que c'est. J'y ai tapé dessus hier soir pendant toute la nuit que le sang m'en coulait sur les mains. C'est toi qui taperas ce soir? Non, c'est pas moi, c'est Maurice. Mais ce sera moi dimanche. Le patron me l'a promis. Je compris maintenant pourquoi on avait eu besoin des bras solides de marins. Si on avait éloigné de paisibles bourgeois, ce n'était donc pas qu'un nid d'espions que cet hôtel. Un crime atroce allait y être consommé si on n'arrivait pas à temps pour le découvrir et faire arrêter les coupables. Tout cela pourtant, dans cette nuit paisible et menacée, gardait en apparence de rêve, de conte, et c'est à la fois avec une fierté de justicier et une volupté de poète que j'entrais délibérément dans l'hôtel. Je touchai légèrement mon chapeau, et les personnes présentes, sans se déranger, répondirent plus ou moins poliment à mon salut. « Est-ce que vous pourriez me dire à qui il faut m'adresser? Je voudrais avoir une chambre et qu'on m'y monte à boire. » « Attendez une minute, le patron est sorti. »« Mais il y a le chef là-haut, insinuait un des causeurs. »« Mais tu sais bien qu'on ne peut pas le déranger. »« Croyez-vous qu'on me donnera une chambre ?»« Je crois. Le 43 doit être libre, dit le jeune homme qui était sûr de ne pas être tué parce qu'il avait 22 ans. »
et il se poussa légèrement sur le sofa pour me faire place. « Si on ouvrait un peu la fenêtre, il y a une fumée ici, dit l'aviateur. Et en effet, chacun avait sa pipe ou sa cigarette. Oui, mais alors, fermez d'abord les volets. Vous savez bien que c'est défendu d'avoir de la lumière à cause des zeppelins. Il n'en viendra plus de zeppelins. Les journaux ont même fait allusion sur ce qu'ils avaient été tous descendus. Il n'en viendra plus, qu'est-ce que tu en sais? Quand tu auras comme moi 15 mois de front et que tu auras abattu son cinquième avion Bosch, tu pourras en causer. Faut pas croire les journaux. Ils sont allés hier sur Compiègne, ils ont tué une mère de famille avec ses 2 enfants. Une mère de famille avec ses 2 enfants, dit avec des yeux ardents et un air de profonde pitié le jeune homme qui espérait bien ne pas être tué et qui avait du reste une figure énergique, ouverte et des plus sympathiques. On n'a pas de nouvelles du grand Julot. Sa marraine n'a pas reçu de lettre de lui depuis 8 jours et c'est la première fois qu'il reste si longtemps sans lui en donner. Qui c'est sa marraine? C'est la dame qui tient le chalet de nécessité un peu plus bas que l'Olympia. Ils couchent ensemble? Qu'est-ce que tu dis là? C'est une femme mariée, tout ce qu'il y a de sérieuse. Elle lui envoie de l'argent toutes les semaines parce qu'elle a bon cœur. Ah, c'est une chic femme. Alors tu le connais, le grand Julot? Si je le connais, reprit avec chaleur le jeune homme de 22 ans. C'est un de mes meilleurs amis intimes. Il n'y en a pas beaucoup que j'estime comme lui. Et bon camarade. Toujours prêt à rendre service. Oh, tu parles que ce serait un rude malheur s'il lui était arrivé quelque chose. Quelqu'un proposa une partie de dés et à la hâte fébrile avec laquelle le jeune homme de 22 ans retournait les dés et criait les résultats les yeux hors de la tête, il était aisé de voir qu'il avait un tempérament de joueur. Je ne saisis pas bien ce que quelqu'un lui dit ensuite, mais s'écria d'un ton de profonde pitié. « Julot, un maquereau ! C'est-à-dire qu'il dit qu'il est un maquereau, mais il n'est pas foutu de l'être. Moi, je l'ai vu payer sa femme. Oui, la payer. C'est-à-dire que je ne dis pas que Jeanne, l'Algérienne, ne lui donnait pas quelque chose, mais ne lui donnait pas plus de 5 francs. Une femme qui était en maison, qui gagnait plus de 50 francs par jour, se faire donner que 5 francs. Il faut qu'un homme soit trop bête. Et maintenant qu'elle est sur le front, elle a une vie dure, je veux bien, mais elle gagne ce qu'elle veut. Eh bien, elle lui envoie rien. Ah, un maquereau Julot! Il y en a beaucoup qui pourraient se dire maquereau à ce compte-là. Non seulement c'est pas un maquereau, mais à un moment donné, c'est même un imbécile. Le plus vieux de la bande, et que le patron avait sans doute, à cause de son âge, chargé de lui faire garder une certaine tenue, n'entendit, étant allé un moment jusqu'au cabinet, que la fin de la conversation. Mais il ne put s'empêcher de me regarder et parut visiblement contrarié de l'effet qu'elle avait pu produire sur moi. Sans s'adresser spécialement au jeune homme de 22 ans qui venait pourtant d'exposer cette théorie de l'amour vénal, il dit, d'une façon générale, « Vous causez trop et trop fort. La fenêtre est ouverte, il y a des gens qui dorment à cette heure-ci. Vous savez bien que si le patron rentrait et vous entendez causer comme ça, il ne serait pas content. » Précisément en ce moment, on entendit la porte s'ouvrir et tout le monde se tut, croyant que c'était le patron. Mais ce n'était qu'un chauffeur d'auto étranger auquel tout le monde fit grand accueil. Mais en voyant une chaîne de montres superbe qui s'étalait sur la veste du chauffeur, le jeune homme de 22 ans lui lança un coup d'œil interrogatif et rieur, suivi d'un froncement de sourcils et d'un clignement d'œil sévère dirigé de mon côté. Et je compris que le premier regard voulait dire « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as volé? Toutes mes félicitations. » Et le second « Ne dis rien à cause de ce type que nous ne connaissons pas. » Tout d'un coup, le patron entra, chargé de plusieurs mètres de grosses chaînes de fer, capable d'attacher plusieurs forçats, suant, et dit « J'en ai une charge. Si vous n'étiez pas si fainéant, je ne devrais pas être obligé d'y aller moi-même. » Je lui dis que je demandais une chambre. Pour quelques heures seulement, je n'ai pas trouvé de voiture et je suis un peu malade. Mais je voudrais qu'on me monte à boire. Pierrot va à la cave chercher du cassis et dit qu'on mette en état le numéro 43. Voilà le 7 qui sonne encore. Ils disent qu'ils sont malades. Malades, je t'en fiche, c'est des gens à prendre de la coco. Ils ont l'air à moitié piqués. Il faut les foutre dehors. A-t-on mis une paire de draps au 22 ? Bon, voilà le 7 qui sonne. Coursivoire. Allons Maurice, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais bien qu'on t'attend. Monte au 14 bis, et plus vite que ça. Et Maurice sortit rapidement, suivit le patron qui, un peu ennuyé que j'eusse vu ses chaînes, disparut en les emportant.
Comment que tu viens si tard ? Demanda le jeune homme de 22 ans au chauffeur. Comment ? Si tard ? Je suis d'1 heure en avance. Mais il fait trop chaud, marcher. J'ai rendez-vous qu'à minuit. Pour qui donc est-ce que tu viens ? Pour Pamela la charmeuse, dit le chauffeur oriental, dont le rire découvrit les belles dents blanches. Ah, dit le jeune homme de 22 ans. Bientôt, on me fit monter dans la chambre 43. Mais l'atmosphère était si désagréable et ma curiosité si grande que mon cassis but, je redescendis l'escalier, puis, pris d'une autre idée, le remontai et, dépassant l'étage de la chambre 43, allai jusqu'en haut. Tout d'un coup, d'une chambre qui était isolée, au bout d'un couloir, me semblèrent venir des plaintes étouffées. Je marchai vivement dans cette direction et appliquai mon oreille à la porte. « Je vous en supplie, grâce, grâce, pitié, détachez-moi, ne me frappez pas si fort, disait une voix. Je vous baise les pieds, je m'humilie, je ne recommencerai pas, ayez pitié. Non, crapule, répondit une autre voix. Et puisque tu gueules et que tu te traînes à genoux, on va t'attacher sur le lit. Pas de pitié. Et j'entendis le bruit du claquement d'un martinet, probablement aiguisé de clous, car il fut suivi de cris de douleur. Alors je m'aperçus qu'il y avait dans cette chambre un œil de bœuf latéral dont on avait oublié de tirer le rideau. Cheminant à pas de loup dans l'ombre, je me glissai jusqu'à cet œil de bœuf. Et là, enchaîné sur un lit, comme Prométhée sur son rocher, recevant les coups d'un martinet en effet planté de clous que lui infligeait Maurice, je vis déjà tout en sang et couvert d'échymoses qui prouvait que le supplice n'avait pas lieu pour la première fois, je vis devant moi Monsieur de Charlus. Tout d'un coup, la porte s'ouvrit et quelqu'un entra qui heureusement ne me vit pas. C'était Jupien. Il s'approcha du baron avec un air de respect et un sourire d'intelligence. « Eh bien, vous n'avez pas besoin de moi ?» Le baron pria Jupien de faire sortir un moment Maurice. Jupien le mit dehors avec la plus grande désinvolture. « On ne peut pas nous entendre, » dit le baron à Jupien, qui lui affirma que non. Le baron savait que Jupien, intelligent comme un homme de lettres, n'avait aucunement l'esprit pratique, parlait toujours devant les intéressés avec des sous-entendus qui ne trompaient personne et des surnoms que tout le monde connaissait. Une seconde, interrompit Jupien qui avait entendu une sonnette retentir à la chambre numéro 3. C'était un député de l'Action libérale qui sortait. Jupien n'avait pas besoin de voir le tableau car il connaissait son coup de sonnette, le député venant en effet tous les jours après déjeuner. Il avait été obligé ce jour-là de changer ses heures car il avait marié sa fille à midi à Saint-Pierre-de-Chaillot. Il était donc venu le soir mais tenait à partir de bonne heure à cause de sa femme, vite inquiète quand il rentrait tard, surtout par ces temps de bombardement. Jupien tenait à accompagner sa sortie pour témoigner de la déférence qu'il portait à la qualité d'honorable, sans aucun intérêt personnel d'ailleurs. Car bien que ce député, qui répudiait les exagérations de l'Action française, il eût d'ailleurs été incapable de comprendre une ligne de Charles Maurras ou de Léon Daudet, fut bien avec les ministres, flatté d'être invité à ses chasses, Jupien n'aurait pas osé lui demander le moindre appui dans ses démêlés avec la police. Il savait que, s'il s'était risqué à parler de cela au législateur Fortuné et Froussard, il n'aurait pas évité la plus inoffensive des descentes, mais eût instantanément perdu le plus généreux de ses clients. Après avoir reconduit jusqu'à la porte le député, qui avait rabattu son chapeau sur ses yeux, relevé son col et, glissant rapidement comme il faisait dans ses programmes électoraux, croyait cacher son visage, Jupien remonta près de Monsieur de Charlus, à qui il dit « C'était Monsieur Eugène !» Je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire.
Chez Jupien, comme dans les maisons de santé, on appelait les gens que par leur prénom tout en ayant soin d'ajouter à l'oreille pour satisfaire la curiosité de l'habitué ou augmenter le prestige de la maison, leur nom véritable. Quelquefois cependant, Jupien ignorait la personnalité vraie de ses clients, s'imaginait et disait que c'était tel boursier, tel noble, tel artiste, erreur passagère et charmante pour ceux qu'on nommait à tort, et finissait par se résigner à ignorer toujours qui était Monsieur Victor. Jupien avait ainsi l'habitude, pour plaire au baron, de faire l'inverse de ce qui est de mise dans certaines réunions. Je vais vous présenter Monsieur Lebrun, à l'oreille. Il se fait appeler Monsieur Lebrun, mais en réalité, c'est le grand-duc de Russie. Inversement, Jupien sentait que ce n'était pas encore assez de présenter à Monsieur de Charlus un garçon laitier. Il lui murmurait en clignant de l'œil, il est garçon laitier. Mais au fond, c'est surtout un des plus dangereux à Apache de Belleville. Entre parenthèses, il fallait voir le ton grivois, j'aurais dû m'entraîner. Le ton grivois de Jupien disait Apache. Et comme si ces références ne suffisaient pas, il tâchait d'ajouter quelques citations. Il a été condamné plusieurs fois pour vol, de cambriolage de villa. Il a été affréné pour s'être battu, même air grivois, avec des passants qu'il a à moitié estropiés. Et il a été au Badaf. Il a tué son sergent. Le baron en voulait même légèrement à Jupien, car il savait que dans cette maison qu'il avait chargé son factotum d'acheter pour lui et de faire gérer par un sous-ordre, tout le monde, par les maladresses de l'oncle de mademoiselle d'Oloron, connaissait plus ou moins sa personnalité et son nom. Beaucoup seulement croyaient que c'était un surnom, et le prononçant mal l'avait déformé, de sorte que la sauvegarde du baron avait été leur propre bêtise et non la discrétion de Jupien. Mais il trouvait plus simple de se laisser rassurer par ses assurances, et tranquillisé de savoir qu'on ne pouvait les entendre, le baron lui dit « Je ne voulais pas parler devant ce petit, qui est très gentil et fait de son mieux, mais je ne le trouve pas assez brutal. Sa figure me plaît, mais il m'appelle crapule comme si c'était une leçon apprise. »« Oh non, personne ne lui a rien dit, » répondit Jupien, sans s'apercevoir de l'invraisemblance de cette assertion. Il a du reste été compromis dans le meurtre d'une concierge de la Villette. « Ah, c'est assez intéressant, » dit avec un sourire le baron. « Mais j'ai justement là le tueur de bœuf, l'homme des abattoirs qui lui ressemble. Il a passé par hasard. Voulez-vous en essayer ? » « Ah oui, volontiers. Je vis entrer l'homme des abattoirs. Il ressemblait en effet un peu à Maurice, mais, chose plus curieuse, tous deux avaient quelque chose d'un type que personnellement je n'avais jamais dégagé, mais que je me rendis très bien compte existait dans la figure de Morel, avait une certaine ressemblance, sinon avec Morel tel que je l'avais vu, au moins avec un certain visage que des yeux voyant Morel, autrement que moi, avait pu composer avec ses traits. Dès que je me fus fait intérieurement, avec des traits empruntés à mes souvenirs de Morel, cette maquette de ce qu'il pouvait représenter à un autre, je me rendis compte que ces deux jeunes gens, dont l'un était un garçon bijoutier et l'autre un employé d'hôtel, étaient de vagues succédanés de Morel. Fallait-il en conclure que M. de Charlus, au moins en une certaine forme de ses amours, était toujours fidèle à un même type, et que le désir qui lui avait fait choisir l'un après l'autre ces deux jeunes gens était le même qui lui avait fait arrêter Morel sur le quai de la gare de Doncières. Que tous trois ressemblaient un peu à l'éphèbe, dont la forme, intaillée dans le saphir qu'étaient les yeux de M. de Charlus, donnait à son regard ce quelque chose de si particulier qui m'avait effrayé le premier jour à Balbec, ou que, son amour pour Morel ayant modifié le type qu'il cherchait, pour se consoler de son absence, il cherchait des hommes qui lui ressemblassent. Une supposition que je fis aussi fut que peut-être il n'avait jamais existé entre Morel et lui, malgré les apparences, que des relations d'amitié, et que M. de Charlus faisait venir chez Jupien des jeunes gens qui ressemblassent assez à Morel pour qu'il pût avoir auprès d'eux l'illusion de prendre du plaisir avec lui. Il est vrai qu'en songeant à tout ce que M. de Charlus a fait pour Morel, cette supposition eût semblé peu probable si l'on ne savait que l'amour nous pousse non seulement au plus grand sacrifice pour l'être que nous aimons, mais parfois jusqu'au sacrifice de notre désir lui-même, qui d'ailleurs est d'autant moins facilement exaucé
que l'être que nous aimons sent que nous aimons davantage. Ce qui enlève aussi à une telle supposition l'invraisemblance qu'elle semble avoir au tout premier abord, bien qu'elle ne corresponde sans doute pas à la réalité, est dans le tempérament nerveux, dans le caractère profondément passionné de M. de Charlus, pareil en cela à celui de Saint-Loup, et qui avait pu jouer au début de ses relations avec Morel le même rôle, en plus décent et négatif, qu'au début des relations de son neveu avec Rachel. Les relations avec une femme qu'on aime, et cela peut s'étendre à l'amour pour un jeune homme, peuvent rester platoniques pour une autre raison que la vertu de la femme ou que la nature peu sensuelle de l'amour qu'elle inspire. Cette raison peut être que l'amoureux, trop impatient par l'excès même de son amour, ne sait pas attendre avec une feinte suffisante d'indifférence le moment où il obtiendra ce qu'il désire. Tout le temps il revient à la charge, il ne cesse d'écrire à celle qu'il aime, il cherche tout le temps à la voir, elle le lui refuse, il est désespéré.